La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 5. Lilou. Au détour d'un virage, nous entrons enfin dans la grande vallée, étape finale de notre périple, qui fut quand même bien long. La vallée s'étend, sans fin, écrasante par son immensité. D'ici, on peut apercevoir sans peine le lac d'Aubelle, véritable turquoise brillante ceinte de champs et de forêts. Il est alimenté par la Borne, qui descend des montagnes noires au nord, et qui est gonflée par nombre de petits cours d'eau et par le vert canal. Au centre du loch trône fièrement l'île de Pierre. Érigée sur elle, Masquiria aiguillonne le ciel de ses toits grisés. Vers le couchant, le ruban bleu, le fleuve qui s'éloigne vers l'est en serpentant entre les collines boisées couvertes de moulins à vent, transporte avec lui quantité de chalands de pêcheurs et de péniches. Pour la plupart, ces bateaux naviguent jusqu'à Las Crosses, la Croisée, première ville sous l'égide de Massilia, dans les grandes plaines de l'Est. Si le commerce avec Massuna passe exclusivement par route terrestre, car le vert canal n'est ni assez large ni assez profond, le négoce vers Massilia emprunte quant à lui la voie fluviale. Au nord, au pied des premiers monts austères, j'aperçois les champs de cendres. Anciennement riche et fertile, cette étendue brûlée et aride n'est aujourd'hui plus que l'héritage des violents combats qui ont conduit à la défaite de Rédemption, une guilde de traîtres qui avait mis la cité à feu et à sang, il y a une vingtaine d'années de cela. À mesure de notre descente dans la vallée, je sens l'air changer, plus frais, parfumé de fruits. Les arbres s'écartent peu à peu, dévoilant des domaines cultivés à perte de vue. Plusieurs hameaux d'une demi-douzaine de bâtisses émergent parmi les plantations de céréales, les vergers, les pâtures et les vignes. Palissadés de rondins, parfois avec un ou deux miradors, ils sont reliés les uns aux autres par de longues ramifications labyrinthiques de routes qui fourmillent de paysans au travail. Sous la lumière déclinante de la mer Soleil, luisent les toits d'ardoise de Masquiria, qui, même à cette distance, impose sa stature à toute la région et reflète ses hautes murailles dans l'eau scintillante du lac qui l'entoure. La brise légère balaie les étendards ivoires qui éperonnent les murs et dispersent les fumées épaisses des cheminées et des forges. La cité de Pierre, édifiée maints siècles avant la chute par les explorateurs phénix venus du sud, rayonne de vie et d'activité. À mesure que nous approchons, je sens Arrakis grogner et marmonner des tas de mots fleuris dont elle a le secret. Une fine risette dévoile mes dents. La voir s'agiter ainsi tout en tentant de rester stoïque, c'est un spectacle qui me fait toujours autant sourire. Arrakis est profondément asociale avec les humains. Je crois même qu'elle ne supporte leur compagnie que parce qu'elle m'est liée, et encore, avec les dents serrées. Mais cela n'est pas très étonnant. Les Tarancas sont des créatures plutôt solitaires dans leur jungle, et il est extrêmement rare. Non. En fait, je crois que, hormis Arrakis, aucune araignée d'Azami n'a jamais quitté sa forêt tropicale pour se joindre à un humain. Il y a, comme cela, certains aînés qui ne semblent jamais recevoir l'empathie, et les Tarancas sont de ceux-là. Arrakis est donc une exception. Et quelle exception! Au fond, sous ces airs de grande sœur revêche, se cache un véritable cœur d'or, et je serais bien incapable de survivre sans elle, même si souvent elle m'énerve au plus haut point. Notamment sa manière de parler, à débiter des mots plus grossiers les uns que les autres ou des expressions mimes que peu ne comprennent. Et plus madame en met dans une phrase, plus elle est contente. À quoi tu gamberges pour faire ta tronche de niaise? La voix d'Arrakis me sort de mes rêveries. Sa grappe d'yeux est rivée dans les miens, froncée, comme pour me sonder, tandis qu'elle marche en crabe à côté de moi. À rien, ma chère sœur, à rien. Je lui souris tendrement, ignorant sa raillerie, et lui bourrifle le crâne, en lui tirant la langue. L'espace d'un très court instant, elle me rend ma risette, puis se dégage de ma main et se replace derrière moi. Mon regard se porte à nouveau sur la ville, de l'autre côté du pont de gare, du nom de son ingénieur, que nous venons d'atteindre après quelques heures. Il s'étire sur près d'1 kilomètre, et ses arches sont larges et laissent passer les bateaux de pêche sans encombre. J'ai arrêté de courir, et marche d'un pas léger. Sous la lumière dorée de cette fin d'après-midi, les remparts de Masquiria semblent se dresser sans fin, s'élevant au-delà de toute perspective. Je peux distinguer à présent la grande porte, massive et flanquée de 2 tours, premier seuil vers l'immense cité à 3 niveaux. Les gardes patrouillent inlassablement, surveillant l'incessant va-et-vient des charrettes, des marchands et des voyageurs qui se pressent pour entrer ou sortir. De là où je me tiens,
Les terrasses supérieures s'empilent, telles des marches monumentales, chacune défendue par ses propres enceintes et fortifications. Plus haut encore, les toits ardoisés des plus nobles bâtisses transpercent le ciel comme des lances. Un cavalier arrive à notre rencontre. « Les loups, fille d'un Vidicaël, quel plaisir de vous revoir enfin !» commence l'homme de la terre en uniforme. Il s'arrête à mon niveau et tape sa poitrine de son énorme poing, signe de salut réglementaire pour sa guilde. « Frectar, Drektar fils, c'est un honneur que d'être accueilli par le capitaine des patrouilleurs en personne. » Il descend de son destrier, un raptor harnaché d'une selle de guerre, de fourreaux d'armes et de sacoches, et se met à marcher à mon allure. Visage épais et chauve, peau grisée comme la pierre, yeux noirs profondément encaissés sous des arcades sourcilières prononcées, l'homme de la terre me dépasse d'au moins 3 têtes, imposant comme une montagne. Frectar est un Goliath, dont la carrure fait pâlir de jalousie plus d'un Kirk. Son uniforme est celui des patrouilleurs, les membres de la guilde du même nom, qui veillent aux frontières de la ville, et qui s'occupent de sa sécurité, intérieure comme extérieure. Il porte un plastron de couleur blanche, frappé des emblèmes de la cité, complété par de lourds bracelets et une chemise de maille qui lui arrive aux genoux. « Quelles sont les nouvelles de l'Ouest, rôdeuse ?» me demande-t-il. Le fort noir est à nouveau aux mains des Kirk. « Ce n'est pas nouveau, ça, » répond-il en haussant les épaules. « Chaque été on les repousse, et chaque hiver ils reviennent. » Ils sont plus nombreux cette année, rajoutai-je en fronçant les sourcils. Beaucoup plus nombreux. L'hiver fut long, et ils ont eu plus de temps pour se rassembler. « Les hivers sont de plus en plus longs, » rétorque Frectar d'un air sombre. « et les Kirk en profitent et en profiteront encore. » Oui, mais ce n'est pas tout. Ils ont trouvé un chef cette fois. Un chef capable de maintenir la cohésion, dangereux, que l'on devrait abattre rapidement. Je vois le capitaine s'habiller d'un regard dur. Je reprends, comme pour le rassurer. Aurore éternelle m'a envoyé en simple reconnaissance là-bas, mais je pense qu'elle lancera une mission d'exécution dès qu'elle aura de mes nouvelles. « Bien, » répond-il. « Vos gars sont réputés, je suis sûr qu'ils s'en sortiront haut la main. » Je sens une pointe de nostalgie dans sa voix. Il y a quelques années, tout au plus, Frectar faisait lui aussi partie d'Aurore éternelle. Mais suite à la perte d'une personne qui lui était chère, il a quitté la guilde pour rejoindre les patrouilleurs. Rapidement, il a franchi les échelons et a été promu capitaine de patrouille, mais dans son cœur, je sais qu'il est encore en Aurore. Il s'entend d'ailleurs très bien avec mon père, et il arrive parfois qu'il participe à certaines de nos missions, en tant que renfort. Ce n'est malheureusement pas tout, finis-je par reprendre. Nous avons également croisé plusieurs sombres bêtes au bois d'ébène. Quelque chose de plus noir que les Kirk est à l'œuvre, et nous n'avons pas pu mettre la main dessus. Le regard du Goliath se durcit. Savoir que les créatures des ombres sont de plus en plus nombreuses ne lui dit rien qui vaille apparemment. « Ces maudits Kulakage, » grogne Frectar. « Corrompus par les ténèbres, elles deviennent plus audacieuses chaque hiver. » Le Ragnarok se dessinerait-il à l'horizon ? Se demande tout haut le raptor du capitaine, d'une voix sifflante, typique de son espèce. Les augures de nos peuples sont clairs à ce sujet. Les ténèbres se réveilleront lorsque Sélénie disparaîtra sous les coups du fléau « Ne dis pas de sottises, Argonas, » le coupe sèchement Frectar. « Ces prophéties ne sont que des fables à dormir debout. » Parle pour toi. Nous, les aînés, sommes bien plus versés dans l'histoire de notre monde que vous ne le serez jamais. Nos ancêtres étaient là pour combattre les titans noirs. Il m'arrive de revivre ces batailles dans mes pires cauchemars. Mais vous autres, puinés, vous ne pouvez pas comprendre. Ne prends pas ton air arrogant avec moi, Argonas. Je connais moi aussi les légendes, les rois des 4 règnes ou la princesse des Alizés, et je n'y crois pas. Mon destin est dans mes mains, pas dans les mémoires des anciens ou les contes des grands-mères. Prophétie ou pas, le coupai-je. Il faudra renvoyer des hommes au fort et trouver la cause de ce chaos, avant que cette noirceur n'entreprenne de rassembler autre chose que des Kirk et des Kulukage. Au même instant, alors qu'un cruel silence s'installe entre le capitaine et moi, et que nous nous apprêtons à passer les portes de la ville, un Hénu se pose devant nous. La silhouette du canidé ailé combine force et agilité. Son pelage brun clair luit sous la lumière, et chaque muscle se dessine avec précision à chacun de ses mouvements. Ses yeux, vifs et intelligents, ont une légère teinte de rose. Ses ailes puissantes, aux plumes dégradées du chocolat aux crèmes, se replient contre ses flancs, tandis que son collier de cuir cliquette doucement, révélant une médaille aux armoiries des patrouilleurs. « Capitaine » commence la chienne, si je me fie à l'intonation de sa voix. « Ryder a besoin de vous !» Le Goliath fronce ses lourds sourcils, tandis que la Hénu poursuit.
Marshall et Rocky sont aux prises avec des paysans pas très coopératifs quant à la suppression de leurs champs pour laisser place à la forêt. L'homme de la terre grommelle, en secouant la tête. Je dois vous laisser là, Lilou, conclut-il en montant sur son raptor. Transmettez le bonjour à votre père. Je n'y manquerai pas, Frektar, Drektar fils. À bientôt. Les capitaines s'élancent alors à la suite de la Hainu qui décolle et le guide dans la grande vallée. En dépit des nouvelles préoccupantes que je viens de partager avec le Goliath, un sentiment de soulagement m'envahit à l'idée de retrouver mon foyer. La perspective de rentrer à la maison, malgré les circonstances, et le visage sombre de ma sœur, me fait sourire. Encyclopédie des savoirs anciens. Les Goliaths, les géants de la terre. Les Goliaths sont imposants et n'hésitent pas à se jeter de tout leur poids dans la mêlée. Descendants des géants de Jotunheim, selon leur culture, les Goliaths sont connus pour leur courage, frisant la témérité. Le Goliath moyen est naturellement grand et puissant, et doté d'une espérance de vie située aux alentours des 70 ans. Il mesure entre 2,10 m et 2,40 m, pour un poids avoisinant les 150 kg. Leur peau, d'un gris cendré aux nuances de brun et de noir, est marbrée de motifs complexes et fréquemment ornée de tatouages tribaux qui soulignent leur statut et leurs exploits. Leur crâne est marqué par des arcades sourcilières massives et une mâchoire carrée. Ils ont une chevelure foncée que les femmes nattent ou tressent, et les hommes portent très souvent la barbe. Leurs yeux, qui voient parfaitement dans l'obscurité la plus totale, sont généralement gris ou noirs, voire très rarement bleus. Les Goliaths aiment se parer de bijoux, notamment des anneaux, dans les oreilles ou dans le nez. À une époque lointaine, avant la chute, les Goliaths régnaient sur de vastes royaumes souterrains, aujourd'hui effacés de la carte par les ravages du temps et les guerres. Dorénavant, ils se regroupent en petites communautés résilientes et occupent principalement la vallée du Parthe, les hautes brumes, la banquise de Blanche et la savane de Brocard. Compte tenu de leur intrépidité et de leur force, nombre d'entre eux louent leur service aux guildes des grandes cités phénix en tant que mercenaires, gardes du corps ou soldats. Ils sont de précieux alliés pour quiconque gagne leur confiance ou remplisse leur bourse. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.